Dans une petite maison, Mia Nakamura ouvrit la porte d'entrée et admira les flocons de neige qui tombaient à l'extérieur. Soudain, sa mère, gravement malade, l'appela et Mia se précipita pour l'aider à se recoucher. Sa mère s'excusa de la faire travailler aussi dur, mais Mia lui répondit avec un sourire que cela ne la dérangeait pas et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Après lui avoir donné une chaleureuse étreinte, Mia quitta la maison pour aller travailler au village. Sur le chemin du retour, elle aperçut une fleur violette et la cueillit, espérant que sa mère l'apprécierait. Soudain, sa grand-mère apparut devant elle avec une terrible nouvelle concernant sa mère. Sous le choc, la fleur glissa des mains de Mia et tomba au sol. Cette année-là, le jour de la première neige, la mère bien-aimée de Mia quitta ce monde. Après la disparition de sa mère, Mia fit ses adieux à sa grand-mère et quitta son foyer. En chemin, elle pensa « Maman, est-ce que tu vas bien, là où tu es ? J'ai quitté la maison où nous vivions ensemble, et à partir d'aujourd'hui, la famille Konokura va m'accueillir dans son domaine. » En arrivant au manoir, Mia resta un instant sans voix devant son immensité. Elle entra ensuite dans la demeure et ouvrit lentement les portes du salon, faiblement éclairées. S'agenouillant respectueusement, elle se présenta à l'aînée, Marika, à la deuxième fille, Arisa, ainsi qu'à leur mère, Teru. En voyant leurs regards fixés sur elle, Mia pensa qu'elle la détestait parce qu'elle était la fille illégitime de leur père. Mais, quel que soit le traitement qui l'attendait, elle était prête à l'accepter. Marika prit la parole la première. « Oh là là, elle sent mauvais et son visage est couvert de saleté. Il est hors de question que je vive avec quelqu'un qui ressemble à une ordure. » Mia leur présenta ses plus sincères excuses. Mais cela n'empêcha pas les deux sœurs de la saisir par les bras et de lui demander de les suivre. À sa grande surprise, elles l'emmenèrent prendre un véritable bain. Marika se plaignit de l'état déplorable des cheveux de Mia. Dire que papa a abandonné sa propre fille dans un état pareil. Mia ne comprenait toujours pas ce qui était en train de se passer. Après le bain, Arisa et Marika commencèrent à se disputer pour savoir quelle coiffure lui conviendrait le mieux et quelle robe elle devrait porter. Lorsque leur mère les appela, l'atmosphère redevint soudainement plus pesante. Elle leur dit que cela suffisait et leur demanda de se préparer. Les deux sœurs s'excusèrent aussitôt en expliquant qu'elles ne faisaient que discuter et qu'elles ne se disputaient pas réellement. En voyant ses filles paniquées, Mia se dit que Teru devait être une personne vraiment terrifiante. Dégageant une aura intimidante, Teru déclara à Mia qu'il restait justement de la place dans la cave, qui deviendrait sa chambre. Étant donné les circonstances, Mia était déjà reconnaissante de ne pas être abandonnée sous la pluie. Puis, Teru ajouta soudain « Nous allons descendre tous les livres de ton père à la cave. Ensuite, nous transformerons son bureau en ta chambre. » En entendant cela, Mia resta complètement stupéfaite. Au dîner, elle était tellement nerveuse qu'elle n'osait presque pas répondre à ses demi-sœurs, qui lui proposaient pourtant d'aller admirer les fleurs du jardin et de faire du shopping avec elle. Le bureau était rempli d'une quantité impressionnante de livres. Au début, Monica ne semblait pas très enthousiaste à l'idée d'aider à ranger la pièce. Mia pensa qu'il était normal qu'elle ne souhaite pas préparer une chambre pour l'enfant illégitime de son père. Pourtant, ses demi-sœurs étaient bien décidées à terminer le travail. Isa avait même imaginé une méthode parfaitement organisée afin de finir le rangement le plus rapidement possible. Les deux sœurs travaillaient comme de véritables professionnelles, chacune s'occupant d'une moitié de la pièce. Elles n'étaient pas cruelles du tout. Au contraire, elles avaient fait preuve d'une grande gentillesse envers Mia, qui voulait elle aussi faire de son mieux pour les aider. Un peu plus tard, elle aperçut Monica en train de lire l'un des livres. Monica lui demanda si elle l'avait déjà lu. Mia lui répondit qu'elle savait seulement lire et écrire un peu et qu'elle ne lisait donc presque jamais. En entendant cela, Monica eut l'air sur le point d'exploser de colère. Voyant Monica s'approcher d'elle, Mia se mit à trembler de peur. Mais, d'une voix étonnamment douce, Monica s'exclama « C'est merveilleux, tu vas pouvoir découvrir cette histoire pour la toute première fois. Je vais t'apprendre à lire. » À cet instant, Isa arriva en pleurant, un autre livre à la main, et demanda à Mia si elle l'avait déjà lu. Monica répliqua qu'Isa ne lisait que des histoires sombres et déprimantes, tandis qu'elle-même préférait les récits remplis de héros déchaînés et d'explosions. Les deux sœurs finirent par se chamailler, et Mia ne savait absolument pas comment les arrêter. Plus tard, Monica demanda à Mia si elle était déjà allée à l'école.
Avant d'arriver ici, Mia avait vécu depuis son enfance dans une famille de marchands. Elle passait ses journées à transporter des marchandises et allait donc très rarement à l'école. Autrement dit, elle n'avait jamais reçu une véritable éducation de base. Mia pensait que cela ne ferait qu'apporter de la honte à la famille Konokura. Mais Monika, au contraire, s'enthousiasma. « Ma nouvelle petite sœur me donne déjà tellement de travail. Je n'ai pas le choix, il va falloir que je m'occupe d'elle. » Après tout, Monika adorait prendre soin des autres. Pour commencer la leçon, Monika proposa qu'elles utilisent le livre qu'elle tenait entre les mains. En tournant les pages, elle se coupa accidentellement le doigt avec une feuille. Mia lui tendit aussitôt un morceau de tissu afin d'arrêter le saignement. En voyant le chiffon, Marika afficha une expression de dégoût. « Il est complètement usé. » Mia s'excusa timidement en expliquant que ce tissu appartenait autrefois à sa mère. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Marika. Elle lui dit que, puisqu'il s'agissait d'un souvenir de sa mère, elle devait le chérir plus que tout. À présent, Marika était désespérée à l'idée de ne pas savoir comment retirer la tache de sang. Mais Mia la rassura. « Ne vous inquiétez pas, c'est un vieux chiffon, et je pensais justement qu'il était temps de le remplacer. S'il a pu être utile à Marika, cela me suffit amplement. » À cet instant, Teru apparut silencieusement derrière la porte, comme sortie d'un film d'horreur. Elle déclara à Mia que ce morceau de tissu était rempli de souvenirs et devina qu'au fond d'elle, elle ne souhaitait pas réellement s'en séparer. Il était vrai que ce chiffon représentait un précieux souvenir de sa mère. Cependant, tout le monde dans cette maison avait été si gentil avec elle qu'elle avait l'impression qu'il était égoïste de s'y accrocher. Mais Teru lui répondit avec douceur. « Ce n'est pas un problème, tu as le droit de chérir plusieurs choses précieuses à la fois. » Même si l'on faisait disparaître la tache de sang, cela ne réparerait pas le tissu usé. Teru décida donc de le renforcer en y brodant de magnifiques motifs décoratifs. Grâce à son remarquable talent de couturière, elle redonna au tissu son éclat d'origine. Il paraissait comme neuf. Plus tard, dans la chambre d'amis, Mia contempla la pièce. Elle était si vaste et si belle qu'elle en resta émerveillée. Un peu plus tôt, sa belle-mère avait remarqué que l'air de sa future chambre était encore poussiéreux. Elle expliqua qu'une chambre fraîchement nettoyée devait être bien aérée avant d'être utilisée. C'est pourquoi Mia passerait la nuit dans la chambre d'amis. Le lit était si moelleux qu'elle pensait ne jamais réussir à y trouver le sommeil. Il lui était difficile de croire tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis l'époque où des rats couraient dans le grenier et où les mites passaient à travers les moustiquaires déchirés. Sa vie avait complètement changé. À cette époque, sa mère s'excusait parce qu'elle devait partager un minuscule lit. Mais cela n'avait jamais dérangé Mia. Tant qu'elle était auprès de sa mère, elle se sentait heureuse et au chaud. En repensant à ses souvenirs, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle décida alors d'aller se rafraîchir afin de retrouver son calme. Le manoir étant immense, elle espérait parvenir à retrouver la salle de bain sans se perdre. À peine sortie de sa chambre, elle découvrit que ses demi-sœurs l'attendaient déjà. Elle s'était doutée qu'elle risquait de se perdre dans le manoir. Elles l'accompagnèrent donc jusqu'à la salle de bain, puis la raccompagnèrent ensuite jusqu'à la chambre d'amis. Mia ne savait pas comment leur dire qu'elle était trop nerveuse pour s'endormir. En la regardant fixement, Monika déclara qu'elle ne supportait pas les gens qui n'exprimaient pas ce qu'ils ressentaient. Puis, elles refermèrent la porte. Mia eut peur de les avoir contrariées, malgré toute la gentillesse dont elles avaient fait preuve envers elle. Elle se dit alors « Pourquoi suis-je si inutile ?» Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur elle-même. Elle courut jusqu'à la porte pour les retrouver et leur présenter ses excuses. À sa grande surprise, ses demi-sœurs l'attendaient juste devant. Elles avaient apporté leur propre lit, sachant que Mia ne voulait pas rester seule, et avaient décidé de passer la soirée avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elles avaient également apporté des jeux et des friandises pour lui tenir compagnie. Mia les remercia du fond du cœur. Ses demi-sœurs lui demandèrent alors d'arrêter de les appeler « mesdames » et de les appeler simplement ses sœurs. Mia les appela alors grande sœur Adi et grande sœur Marie. Elles en furent ravies. Une fois de plus, Teru surgit d'une porte secrète. Ses entrées étaient vraiment incroyables. Apparemment, sa chambre était reliée à toutes les autres pièces du manoir par des passages secrets, ce qui lui permettait d'intervenir immédiatement chaque fois que quelqu'un avait besoin d'elle. Pendant qu'Arisa et Monika essayaient d'expliquer pourquoi elles étaient encore réveillées si tard,
Mia se demanda si elle avait vraiment le droit de les considérer comme sa famille. Prenant son courage à deux mains, elle commença à dire « Mère ». Mais Teru l'interrompit en déclarant qu'elle n'avait pas le droit de l'appeler ainsi. Mia, effrayée, s'excusa aussitôt. Cependant, Teru releva doucement son visage et lui expliqua que sa véritable mère était une femme forte qui l'avait élevée toute seule. Mia n'avait pas besoin de remplacer ses précieux souvenirs. Teru lui proposa alors de l'appeler simplement. Le lendemain matin, Mia se leva de bonne heure et prit un balai, déterminée à se rendre utile. C'est alors qu'elle entendit Teru parler avec quelqu'un dans une pièce. En entrant, elle découvrit que cette personne n'était autre que sa grand-mère, Dame Yasu. Sa grand-mère demanda à Mia de rentrer avec elle. Elle avoua avec honte qu'après la mort de sa fille, elle avait complètement perdu ses moyens. Ce n'est qu'une fois son chagrin apaisé qu'elle avait compris à quel point il était irresponsable d'abandonner le seul enfant que sa fille avait laissé derrière elle. Yasu était convaincue qu'une enfant de naissance modeste ne pourrait jamais s'intégrer à une famille aussi prestigieuse que les Konokura. Selon elle, Mia ne ferait qu'apporter des ennuis à cette famille. Bien sûr, Mia pensait qu'elle avait raison. Garder auprès d'eux une fille aussi peu instruite et sans éducation qu'elle ne ferait que couvrir cette famille de honte. Si sa présence risquait de causer des problèmes à ses sœurs, Mia estimait qu'il valait mieux qu'elle ne reste pas ici. Ses sœurs refusèrent immédiatement, comprenant que Mia croyait déjà agir pour le bien de la famille. Teru demanda alors à Mia ce qu'elle souhaitait réellement. Mia répondit qu'elle voulait vivre ici. Elle promit d'étudier avec sérieux et de ne causer aucun problème. Teru lui expliqua qu'il était tout à fait normal que des personnes vivant ensemble se causent parfois des désagréments. Qu'elles soient liées par le sang ou non n'avait aucune importance. Ainsi, la question fut définitivement réglée. Teru dit ensuite à Yasu qu'elle serait toujours la bienvenue si elle souhaitait venir prendre le thé et voir sa petite fille. Comme Yasu insistait encore, Teru lui demanda s'il existait une autre raison pour laquelle elle voulait absolument reprendre Mia. Peut-être avait-elle déjà prévu de la placer comme servante sous contrat auprès d'une famille de marchands. Prise au dépourvu, Yasu se troubla et décida finalement de partir. À l'extérieur, elle dit à Mia que, même si Teru et les autres l'acceptaient, certains membres de la famille ne l'accepteraient peut-être jamais. Si un jour la situation devenait trop difficile à supporter, elle pourrait toujours revenir à la maison. La maison des Nakamura resterait toujours son foyer. De retour à l'intérieur, Marika gronda Mia parce qu'elle n'avait même pas dit bonjour. À son réveil, elle s'était énormément inquiétée en voyant que Mia n'était plus dans son lit. Alors que les deux commençaient à se chamailler, leur mère les rappela à l'ordre en leur disant qu'elle faisait beaucoup trop de bruit. Aujourd'hui n'était qu'une journée ordinaire, il n'y avait donc aucune raison de s'emporter autant. Elle annonça ensuite qu'elles organiseraient ce soir une fête de bienvenue en l'honneur de Mia. La table du dîner débordait de mets délicieux. Après le repas, Mia sortit admirer les flocons de neige qui tombaient doucement. Elle pensa alors « Maman, même si les journées restent froides ici, ma nouvelle famille les a remplies de chaleur.